Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de se retrouver à Lyon. Prodenpack, le salon au cœur de l'innovation emballage. Son ambition, construire ensemble les modèles de demain. Et justement, ce matin, Prodenpack met à l'honneur pour cette première matinée de conférence la seconde édition des Assises nationales du réemploi. Preuve de votre intérêt, vous êtes plus de 200 inscrits ce matin. Le réemploi, un sujet au cœur de l'actualité. Vous le savez, en ce moment même, le PPWR est en discussion en séance plénière au Parlement européen. Le projet de règlement européen qui s'imposera sur le droit national, qui devrait donner un cadre clair pour les emballages et pour réaffirmer des objectifs en matière de réemploi, c'est les fameux articles 22 et 26, même si d'intenses discussions ont lieu, vous le savez, notamment sur la question de la vente en emporté. Un sujet du réemploi stimulé par la loi AGEC et son objectif de 10% d'emballage réemployable en 2027. Un sujet qui répond à une attente sociétale de fond, mais qui demande de créer un modèle industriel à travers des boucles de réemploi. C'est tout le sens de cette matinée, c'est tout le sens de Prodenpack que de donner des clés, des solutions, apporter des retours d'expérience pour contribuer à cette grande aventure du réemploi. Le village réemploi, en partenariat avec Citeo, on en reparlera. La ligne Reuse Packaging, on en dira également quelques mots. Le maître mot, être en capacité de passer des emballages réemployables. Et puis, cette matinée de conférence, un programme co-élaboré avec l'appui du designer Fabrice Pelletier qui interviendra. Un programme en 3 séquences clés. Un premier temps, on fait le point avec l'éco-organisme Citeo sur le cadre réglementaire, la dynamique des initiatives des metteurs en marché, des opérateurs, des dispositifs en cours de développement. Deuxième séquence, justement, la parole aux opérateurs, des boucles de réemploi qui sont en développement, qui préfigurent les modèles de demain. Et puis une troisième séquence sous la forme d'une table ronde avec des metteurs en marché, industriels, distributeurs. Ensemble, on va se poser la question des leviers à actionner collectivement pour relever les défis du réemploi. Sur chacune de ces séquences, on prévoira une séance de questions-réponses. L'idée, c'est d'échanger, de pouvoir débattre et de co-construire ensemble ce matin, avant une conclusion de la matinée par Fabrice Pelletier. Et pour entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'appeler Sophie Nguyen et Fabrice Pelletier pour cette première séquence. Quel dispositif d'emballage réemployable et réutilisable? Vous pouvez les applaudir. Merci pour eux. Installez-vous. Voilà, Sophie, directrice réemploi EVRAC Citeo, vous êtes à pied d'œuvre depuis 2018 pour développer des solutions pour le réemploi et le vrac aux côtés des metteurs en marché, aux côtés des metteurs en marché industriels, distributeurs, les clients de Citeo, et puis aux côtés des opérateurs apporteurs de solutions. Citeo, on connaît, c'est l'éco-organisme de la REP emballage ménager. Mais une équipe en plein développement, 12 personnes pour s'occuper du réemploi, développer de la connaissance technique, les emballages standards réemployables, le dispositif Reuse. On en dira quelques mots à travers votre présentation. Et puis en accompagnement technique et financier, c'est important aussi, 50 millions d'euros par an pour des projets ainsi que des initiatives structurelles. Fabrice, designer, mandaté par Citeo pour définir les formes et les fonctionnalités des emballages standards. Voilà, Fabrice, il faut prendre de la hauteur, lever le tabouret. C'est ce que vous avez fait pour ce travail de longue haleine, un travail de 2 ans sur lequel on va revenir dans quelques instants, Fabrice. Au programme de cette intervention, vous l'avez compris, la dynamique, les appels à projets Citeo, le focus sur les gammes standards réemployables et l'initiative Reuse. Et pour commencer, Sophie, tout d'abord le contexte réglementaire. Ah, on adore commencer par ça. Bonjour, bonjour tout le monde et ravi d'être à nouveau là pour cette édition 2023. Le contexte réglementaire, tu en as un petit peu parlé en introduction, Pierre. Il y a des choses qui se passent au niveau européen, il y a déjà des choses qui existent au niveau français, 2 lois qui ont été passées dans les 3 dernières années, la loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire et la loi climat et résilience.
qui définissent des objectifs de résultats, mais aussi des moyens mobilisés pour augmenter la part de, oui, merci, la part de réemploi. Hop là, normalement. Alors, il y a, je pense, à retenir au moins 2 chiffres. Le premier, donc, c'est un objectif de résultat, c'est les 10% d'emballage réemployé d'ici pour l'année 2027. C'est un objectif national, c'est un objectif qui cible 100% des mises en marché. Donc, contrairement à d'autres pays, on est vraiment sur un objectif global, atteindre 10% d'emballage réemployé d'ici 2027. On sait déjà que c'est un challenge, on n'y est pas encore et on sait que la marche est quand même globalement assez haute. Un autre chiffre clé, c'est celui de 5%. Les éco-organismes doivent consacrer 5% de leur chiffre d'affaires, au moins 5% de leur chiffre d'affaires annuellement au développement du réemploi. Donc, dans le cas de Citeo, pour cette année, on était sur une enveloppe de 50 millions. C'est une obligation qui n'a pas de date limite. Donc on est vraiment sur une dynamique qui se veut pérenne pour soutenir le réemploi par l'usage unique. Puis on va y revenir, des objectifs aussi de moyens, notamment en développant des gammes standards. Peut-être juste terminer sur ce contexte réglementaire pour dire que le gouvernement a aussi apporté un éclairage sur qu'est-ce que le réemploi au sens de la loi. C'est ce que vous voyez dans le petit encadré en haut à droite. Il y a 3 modalités pour comptabiliser du réemploi au sens de la loi. Vous en avez un qui est associé au pré-emballé, donc c'est l'objet de ce salon. Des produits qui sont présentés déjà emballés en rayon avec voilà, un choix d'emballage et un choix de contenance. Ça, c'est lorsque l'emballage n'est pas neuf, qu'il a été lavé, inspecté et réemployé par un industriel. On est bien sur une unité réemployée. Je vous invite à venir sur le village du réemploi. Vous verrez un très bel échantillon de tous les acteurs qui sont sur cette boucle-là et qui permettent à un emballage d'être réemployé. Juste rapidement, sachez que le réemploi, c'est également comptabilisé dans le cadre du vrac. Si un consommateur achète un produit en vrac, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de la quantité achetée, et que l'emballage ou le contenant qu'il utilise est lui-même réemployé, alors c'est comptabilisé aussi comme réemploi au sens de la loi. Et le dernier cas de figure, c'est le système de recharge, où dans ce cas-là, vous allez réemployer un emballage par an à la maison par le biais d'une recharge qui vous a été fournie par la marque, par un industriel. Sophie, quid de l'échelon européen? Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Parlement? Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'actions d'influence et c'est tant mieux. Il faut vraiment que tous les points de vue soient défendus. Ce qui se passe au niveau européen, c'est plutôt ce qui se dessine. Ce seraient des objectifs chiffrés, cette fois-ci sectoriels. Dans les dernières versions qui sont en cours de revue, on a un objectif sectoriel sur la boisson avec des échéances à 2030 et à 2040 et un objectif également sur tout ce qui est restauration à emporter et livrer avec pareil une échéance 2030-2040. Il y a aussi des objectifs de réemploi sur les emballages industriels et commerciaux, donc les emballages B2B, c'est une autre manière de le dire. Donc vraiment les 2 grandes différences entre France et Europe, c'est les segments de marché sont beaucoup plus précis. Et les échéances également calendaires sont différentes. Je n'avance pas les chiffres, mais peut-être que tu vas le faire, Pierre. On peut le dire, mais c'est à ce stade, puisqu'ils vont faire l'objet effectivement de discussions. Sur les boissons alcoolisées hors vin, 10% de réemployables à horizon 2030, 25% à horizon 2040. Sur les boissons non alcoolisées hors lait, on est bien à 20% à échéance 2030 et 35% à échéance 2040. Et puis, comme on l'a évoqué, ça concerne aussi les palettes caisses, 30% de palettes caisses réemployables à horizon 2030 et l'univers du e-commerce, 10% à horizon 2030, 30% à horizon 2040. Voilà, donc ça concerne effectivement différents secteurs. Voilà pour le contexte réglementaire.
Quelle est la dynamique, Sophie, au niveau des metteurs en marché? Elle est plutôt très forte. Alors moi, ce que je voulais vous partager, c'est une des photographies qui illustre ce dynamisme. Il y en a bien sûr bien d'autres, mais en 2023, Citeo a lancé donc un appel à projet qui s'appelle Encore plus de réemploi, puisqu'on ne partait pas de zéro et il fallait rendre honneur au réemploi qui était existant. Encore plus de réemploi, ça nous a permis de justement proposer aux marques, des marques industrielles, des marques distributeurs également, de demander du soutien financier. On apportera aussi du soutien technique. On est en train de faire le bilan des candidatures puisque la date limite c'était le 1er novembre 2023. On a reçu 164 dossiers. Sur ces 164 dossiers, il y en avait 125 qui étaient portés par des acteurs économiques qui aboutissent sur des produits, des acteurs, des marques et ou distributeurs, beaucoup en consortium. Donc on commence à voir se dessiner cette ère de la collaboration, cette ère de la mise en commun pour cet objectif unique qui est donc le développement du réemploi. Comme je vous le disais, on est encore en train d'éplucher les candidatures, mais 125 candidatures. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment sur l'ensemble du territoire français. On a aussi, vous voyez, près de la moitié des projets qui concernent un déploiement et potentiellement des impacts sur l'ensemble du territoire, ce qu'on appelle donc des projets à l'échelle nationale. Et puis, deuxième information à retenir, c'est qu'on est vraiment sur l'ensemble des segments de marché. Oui, la boisson et l'alimentaire sont plutôt en tête de liste. Il y a un dynamisme qui est encore plus prégnant sur ces segments de marché, mais on a aussi beaucoup de projets sur la restauration, donc tous les plats emportés et livrés, et les segments non alimentaires également, le e-commerce, la cosmétique, la détergence. Et ça intègre vraiment l'ensemble des biais de réemploi, le préemballé ainsi que le vrac. Pour moi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est quand même sur 125 projets qui sont portés. Je pense qu'on peut s'en réjouir. 125 projets portés. Fabrice, votre regard sur cette dynamique, des exemples, des illustrations, qu'est-ce qui est en train de se passer effectivement? Bien, ça bouge. Effectivement, ce qui vont bouger le plus, c'est au départ le secteur des laveurs. On voit s'installer de plus en plus d'usines de plus en plus sophistiquées et de qualité pour le lavage, parce que ça passera par ça. On a aussi dans le secteur de la récupération, c'est-à-dire récupérer ces emballages, puisque pour qu'ils arrivent au centre de lavage, il va falloir qu'ils soient récupérés dans les magasins. Donc on montre au village du réemploi tous ces systèmes. Et puis tout le travail aussi sur les contenants, puisque les contenants et les emballages n'existaient pas. Il faut bien reconnaître qu'encore, on en parlait il y a 2 ans, l'essentiel des emballages réemployables qui étaient mis sur le marché, en fait, étaient des emballages à usage unique qui avaient été estampillés réemployables, mais qui n'avaient absolument pas été conçus pour répondre à l'écosystème et au véritable parcours de ces emballages, qui est un parcours de la fabrication chez le remplisseur, la récupération, le lavage, le contrôle et retour chez le remplisseur. Et ça, c'est un tout nouveau parcours. Et effectivement, ce que l'on peut voir arriver maintenant, c'est que pour réussir ce pari, parce que c'est une véritable révolution industrielle que j'ai appelée la révolution de l'emballage, et c'est vraiment la phase la plus importante de cette révolution, c'est qu'on ne peut pas travailler en solo. Donc on voit effectivement des groupes se former, qui représentent l'écosystème de manière à ce que cela fonctionne. Donc il y a plein d'exemples, on pourrait en donner plein. Je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle, en tout cas j'en reconnais. Et c'est une dynamique en 2 ans qui est incroyable. Alors on ne la voit peut-être pas encore en résultat, parce qu'encore une fois, c'est
une révolution industrielle. Et une révolution industrielle, ça ne se fera pas en 1 an, 2 ans, voire 3 ans, 4 ans. C'est long. C'est long à mettre en place, mais ça se passe bien et il y en a dans toute la France. Et il y en a dans notre région aussi. Une dynamique collective, Sophie, qui est aussi le fruit d'un véritable potentiel. C'est ce qu'a rendu objectif une étude de l'ADEME. Oui, c'est vrai qu'il y avait ce chiffre, 10% d'emballage réemployé pour l'ensemble des mises en marché. Et je pense qu'assez rapidement, les représentants des pouvoirs publics, dont l'ADEME, se sont rendus compte que le marché avait besoin d'indications. Alors, je pense que pour les personnes qui creusent le sujet depuis quelque temps, il y a quand même quelques réalités. Le réemploi pourra plus facilement se développer s'il y a des solutions techniques. On a commencé à en parler, on va continuer à en parler ensemble. C'est aussi ça que l'on veut illustrer avec le village du réemploi. Il y a des solutions qui sont matures et qui sont disponibles. Donc, est-ce que je peux le faire techniquement ? On arrive à se projeter sur le segment de la boisson, sur le segment de l'outillage, par exemple, ou du jouet. Tout de suite, on se dit, mais à quoi pourrait ressembler une solution réemployable ? Donc, il y a le volet technique. Il y a le volet conso, de quelle manière le consommateur va réagir et est-ce que ce nouveau geste sera plus ou moins simple d'appropriation pour le consommateur. Et puis au milieu de tout ça, et il ne faut pas l'oublier, et ce n'est pas un gros mot, il faut aussi qu'il y ait un modèle économique. On pourra difficilement imaginer ce développement sans avoir un minimum de perspective sur un modèle économique qui soit viable. Et donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui reste exactement comme, on va dire comme répartition ou comme potentiel de réemploi pour les différents segments? Donc, l'ADEME a fait ce travail-là. Ça a été un travail assez long qui a impliqué la participation notamment des fédérations professionnelles. Et ce qu'il en résulte, c'est cette cartographie. Donc, on a pris l'initiative d'essayer de simplifier le document qui, lui, pour le coup, est très exhaustif et très détaillé. Vous avez une fiche par secteur dans le document de l'ADEME qui est disponible sur Internet, librairie.adem.fr, je crois. Et donc, vous voyez à l'écran, alors, il y a 2 lectures. La lecture horizontale, vous voyez les différents segments de marché. Boissons, alimentaires frais non transformés, épicerie, alimentaires frais transformés, restauration, hygiène et entretien et autres non alimentaires. Et vous avez une lecture verticale. C'est pour 2027, c'est vraiment une photographie à 2027, le pourcentage, la part de réemploi potentiel pour chacun des segments de marché. Et pourquoi est-ce qu'il y a, par exemple, plusieurs cases dans la colonne boisson? Eh bien, parce que l'ADEME a bien distingué les sous-catégories de boissons, donc lait, spiritueux, eau plate et gazeuse en GMS. On est sur un potentiel situé entre 1 et 5% en 2027. Boissons rafraîchissantes, jus et vin, on est entre 5 et 10%. La bière et les cidres, alors là, on passe directement entre 25 et 35%. Et puis tout en haut, vous voyez, à plus de 80%, là, on a quasiment, en fait, toutes les boissons distribuées en circuit professionnel. Le B2B, ce qu'on appelle la CHR, café, hôtel, restaurant. Et vous avez ce détail-là pour chacun des segments de marché. Cette étude, elle est justement le résultat d'une analyse des solutions existantes, des solutions techniques, mais aussi derrière les modèles économiques envisageables et, dans une moindre mesure, l'acceptabilité consommateur. C'est un secteur c'est un sujet qui est vraiment en cours d'exploration. C'est très compliqué d'évaluer l'appétence consommateur alors que les offres ne sont pas existantes et que le consommateur n'est pas confronté à ces offres dans la vraie vie. En tout cas, une étude qui aide à se projeter. On vous invite à aller effectivement sur la librairie ADEME disponible facilement. Un des leviers pour atteindre ces objectifs, on l'a dit tout à l'heure, c'est les gammes standards réemployables. Focus sur ce travail de 2 ans. Sophie, d'abord le contexte, l'enjeu, et puis Fabrice, le détail. Ah, on a déjà des exemples, c'est le teasing. Tada. Alors Sophie.
Qu'est-ce Alors, que oui. voilà, le point de départ? Donc le point de départ, c'est plusieurs choses. Hein. C'est déjà ce texte qui chargeait les éco-organismes de définir des gammes standards. On l'a remis à l'écran. L'idée, c'est de quand même aller rapidement sur ces différentes étapes, mais on voulait rendre compte des étapes incontournables de ce travail de définition des gammes standards. Il y a, pour nous, c'était une évidence, hein, besoin de valider ce qu'on appelle les exigences essentielles. Le matériau, le format, le design, permet-il une utilisation répétée de l'emballage? Ici, vous le voyez, Fabrice les a sortis. On est dans un premier temps. Comment? J'ai raté mon effet teasing. Mais non, c'était. Non, au contraire. C'est bien. Non, mais ils sont incroyables, ces prototypes. Alors justement, le design, fonction, forme, Fabrice, quelques mots sur le résultat. Alors, déjà, avant le design, je voudrais parler de la méthodologie pour arriver au design. Comment? On avait une conviction avec Citeo dès le départ, et d'ailleurs c'est confirmé par le tableau que vous avez vu avant. Si on a en 2027 des gammes qui vont faire 5% ou 10 ou 20% en réemploi, elles vont faire 80% ou 90% en usage unique. Et pour que ça fonctionne et pour que le modèle économique soit viable, il faut que ces emballages passent sur les mêmes lignes que les lignes à usage unique, avec un temps de réglage minimal, juste un changement d'étiquette, pas plus. Donc même palettisation, même convoyage, même remplissage, même fermage, même lotage, même palettisation, la même logistique. Pour faire ça, j'ai visité une cinquantaine d'usines à chaque fois dans les secteurs et j'ai interviewé par usine entre 5 et 6 personnes qui représentent la chaîne de valeur, c'est-à-dire du marketing au producteur, à la logistique, au directeur d'usine, de manière à déjà m'assurer que industriellement ça allait fonctionner. Et après, comme nous sommes dans le réemploi, nous devons ajouter d'autres fonctionnalités, puisque l'emballage, tel qu'on le voit, à la limite, quand on voit quelque chose comme ça, ça ressemble à une bouteille, ça paraît simple, mais c'est une bouteille qui subit énormément de contraintes. Et la prochaine contrainte qu'elle va subir, ça va être effectivement d'être récupérée, soit manuellement, soit dans des machines automatiques, d'être conditionnée pour amener au lavage, d'être lavée, et d'être contrôlé. Alors, bouteilles et autres éléments. Donc, on y a mis des fonctionnalités sur ces emballages pour que ces emballages puissent faire ce parcours sans se casser, en se lavant facilement. Par exemple, vous voyez qu'elles ont tout un petit épaulement. C'est pour que l'étiquette soit rentrante. Pourquoi elle est rentrante? Parce que l'étiquette de réemploi ne peut pas être vernie. Elle doit être très peu ancrée, donc si elle n'est pas vernie, dans les cartons au frottement elle va s'abîmer, donc elle est protégée mécaniquement parce qu'elle ne s'abîmera pas, et comme elle n'est pas vernie, elle se lavera très très facilement. On a travaillé sur les fonds aussi pour que quand on les lave, ça ne soit pas des réceptacles de soude, etc. Donc il y a beaucoup de choses, et puis la dernière chose aussi qui est importante, c'est le signe de reconnaissance de ces bouteilles, qui, vous l'avez vu, qui est un air-cœur. Alors pour faire de la poésie, qui parle effectivement à l'esprit, à l'émotion. Alors pour faire de la poésie, je dis toujours que le cœur d'un emballage réemployable ne s'arrête pas de battre au premier usage. Et donc c'est pour ça qu'elles ont un cœur, ces bouteilles, et ensuite que c'est un geste du cœur de les rendre. Mais c'est pas que ça, c'est aussi de savoir que ce symbole, il va être reconnu sur l'ensemble du parcours consommateur, de l'achat à la maison, pour faire la différence entre un emballage réemployable et pas réemployable. Est-ce que je le garde et je le ramène, ou est-ce que je mets dans mon bac du verre? Je rappelle que ce bac-là, il marche quand même assez bien, il fonctionne assez bien. Et quand j'arrive à l'endroit où c'est que je le mets, de bien voir, de bien repérer tout ça. Donc voilà
les premiers emballages qui ont été faits? Alors, les premiers emballages, Fabrice, bien rappeler que l'enjeu de ces emballages standards réemployables, eh bien, c'est de pouvoir généraliser le réemploi à l'échelle nationale. On conditionne un produit, un liquide à Marseille, il est consommé dans le train. La bouteille peut être récupérée à Paris et re-remplie en Île-de-France, par exemple. C'est ça l'enjeu. Sophie. Oui, c'est vraiment, et c'est inspiré de pratiques actuelles en Allemagne ou encore plus proche de nous en Alsace. Donc c'est un système qui fonctionne. Ça permet aux industriels effectivement de partager un parc commun d'emballage et donc d'optimiser les boucles. Ça fait de l'optimisation environnementale, ça fait de l'optimisation économique et ça, on aime bien puisque ça fait partie des sujets, des axes de développement. Alors on en est où, Sophie? Parce qu'on a vu des exemples, mais concrètement, qu'est-ce qui est prêt? Et on voit du verre, mais est-ce qu'il y a d'autres matériaux? Oui, alors Sophie et Fabrice. Il y a d'autres matériaux aussi à l'étude. Vous voyez toutes les références, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les obligations de définition des emballages standards, ça commence avec la boisson, les produits frais et la restauration. Sans grande surprise, ça correspond aussi au segment de marché qui tout à l'heure était plutôt haut dans les potentiels de réemploi. Donc on est très avancé sur toutes les références en matériaux verts, puisque en l'occurrence sur les exigences essentielles, on n'a pas eu vraiment beaucoup de questions à se poser. On sait que ça fonctionne sur des boucles répétées. On est en train de finaliser des études et on a déjà finalisé la partie design sur des solutions en PET, puisque le PET réemployable est une possibilité. Il est pratiqué en Allemagne déjà. C'est une info, effectivement. On en parlera tout à l'heure puisqu'il y a une expérimentation qui est notamment menée par Coca-Cola qui interviendra lors de la table ronde. Mais c'est un peu contre-intuitif parce que le plastique, il faut qu'il résiste à ce qu'on appelle au stress cracking. Il y a des phénomènes de craquement. Ça, c'est déjà expérimenté ou il y a encore besoin d'étudier le sujet? Je dirais il y a ce problème, mais il y a aussi un problème industriel en amont. C'est qu'une bouteille à usage unique en PET, elle se souffle sur la ligne, sur le lieu. Une bouteille en PET réemployable, c'est comme une bouteille en verre. C'est-à-dire que ça se stocke et c'est même beaucoup plus complexe. C'est pour ça que je dis que tout notre travail ne s'arrête pas à déterminer la forme des emballages. On travaille sur l'ensemble du cycle de la livraison jusqu'à la relivraison. Alors, pour être très clair pour le public, qu'est-ce qui est prêt et qu'est-ce qui va l'être, à quelle échéance, qu'on soit le plus concret possible? Alors, pour le public, je dis juste, et puis c'est Sophie qui donnera, mais là, vous avez la première bouteille sortie du moule d'essai. Donc, vous voyez, on est déjà... Ah, elle est chaude, ouais. On est déjà en sortie de moule d'essai. Sophie? Oui, on travaille avec deux verriers sur les premières références, dont un nous fait le plaisir d'être avec nous sur le village du réemploi. Il s'agit de Veralia. Donc surtout, n'hésitez pas à aller creuser le processus de production avec eux pour mieux comprendre les délais et les étapes incompressibles. Fabrice l'a dit, ça c'est un prototype qui est le résultat du moule d'essai. Ensuite, quand c'est validé, on peut commander les moules de production. Ça prend encore en général minimum 8 semaines. Donc on est vraiment sur des délais qui sont assez longs et incompressibles. Et ensuite, à partir de ce moment-là, une fois que le moule de production sera validé et commandé, on pourra envisager la mise en production à grande échelle. Donc nous, sur les premières références, on communique sur une date de livraison prévisionnelle T1 2024. Pourquoi est-ce que c'est si large? Eh bien parce que c'est un procédé industriel. Nous, on veut qu'à la fin, ce soit vraiment qu'on n'ait pris aucun risque. Et donc, en fait, on est un client un peu exigeant, on va se le dire, puisqu'on représente tous les acteurs du marché derrière aussi. Donc, on veut prendre, comme je l'ai dit, aucun risque. Il restera aussi la question de qui passe commande et comment est-ce qu'on massifie la commande pour pouvoir négocier un tarif intéressant. Et c'est pour ça que c'est encore des sujets plus de coordination qui sont cette fois-ci un peu plus éloignés des sujets industriels, mais qui seront aussi à adresser pour pouvoir rendre cet emballage disponible. Du coup, sur les premières références
qui sont le bocal fraîcheur, la bouteille de 75 centilitres, le pot de 450 millilitres et le pot de 390. On travaille sur le. Alors, sur le petit correctif, Fabrice. Vous 450 et 720 pour l'instant. D'accord. Oui, 720, tu as raison, pas le 390. Ah, le 390. Excuse-moi. Oui, je pensais que tu me corrigeais sur les 450. Tu as raison. Qui sont tous les deux, enfin oui, ils sont tous sur le stand. Tu as raison, 720 et le 450. Tu fais bien de me reprendre. C'est clair. On est sur justement donc cette date prévisionnelle de T1 2024. On est en train de sélectionner le partenaire pour faire la bouteille à goulot étroit et des références pour le vin. Donc aujourd'hui, il est un peu tôt pour se prononcer sur les dates de mise à disposition, mais on se dit plutôt dernier trimestre 2024. Je pense que nos partenaires verriers auront pris le pli, entre guillemets, et qu'on pourra accélérer le process. Sur les autres références que vous voyez un peu plus loin sur la frise, on attend des résultats d'études. Tu parlais du stress tracking pour le PET. On est en plein dedans et c'est des tests de vieillissement. Donc il y a du temps incompressible. Il faut attendre que les semaines passent. Et puis sur les autres matériaux, les plastiques pour tout ce qui va être operculé et produits frais et les solutions en inox, on est également en train de mener des études et notamment des études de design. Mais là, je pense que toi, tu as plus de choses à partager que moi. Oui, Fabrice, sur les autres matériaux, l'acier inox notamment. Alors l'acier inox, nous sommes déjà bien avancés dans la mesure où les formats sont définis et ont été présentés pas plus tard que hier aux metteurs en marché. Donc ils doivent se mettre d'accord et je sais que Citeo a lancé l'appel d'offres pour étudier la faisabilité, puisque ce que disait Sophie tout à l'heure, c'est un process long. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de développer de l'emballage, c'est un process long. Pour les gens qui développent de l'emballage depuis des années, c'est un process tout à fait naturel, sauf que je dirais que Citeo double. Pour vraiment ne pas prendre de risques, double les tests. C'est-à-dire que nous faisons des tests en amont et des études en amont avec des organismes indépendants de ceux des fournisseurs. Et nous faisons après des tests en aval et des études en aval avec ce que produisent les fournisseurs. Ce qui fait que globalement, on essaie de minimiser au maximum les risques. Je rappelle que c'est des emballages réemployables qui ne doivent pas tourner une seule fois. Donc ce n'est pas du tout les mêmes contraintes que de l'emballage à usage unique. Exactement. Il doit être à usage unique de multiples fois. Et on parlera de l'enjeu sanitaire au long de la matinée, notamment lors de la table ronde. On va poursuivre avec une séquence finalement sur les opérateurs, puisqu'on voit l'avancée du projet sur les gammes standards et employables. Quelle est la dynamique on en a touché quelques mots en introduction sur les opérateurs pour les boucles de réemploi, Sophie. Pareil, je veux dire, elle est très forte. Elle est même, dans la plupart du temps, elle est prête. En fait, elle est prête pour le marché. Alors, on les a pas positionnés sur une carte, mais pareil, indicateur qui nous a permis de quantifier ce niveau de maturité et ce niveau d'engagement. Sur les 164 candidatures, on a fait le choix à l'été d'ouvrir l'appel à projet, encore plus de réemploi aux porteurs de solutions. Sur tous les sujets de R&D. Et donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un écosystème de porteurs de solutions qui sont prêts, qui ont des solutions clés en main. Et il y en a, encore une fois, un bel échantillon sur le village du réemploi qui se trouve si simple. Vous allez à l'autre bout du hall. Le message est passé, c'est effectivement. Voilà. Ils sont 25 à s'être portés volontaires et être présents pendant les 3 jours de salon. Pour vous présenter et vous permettre de découvrir toutes les étapes de cette boucle. Et il y a encore une fois beaucoup de solutions clés en main qui sont disponibles. Et au-delà de ça, c'est aussi des porteurs de solutions qui s'engagent dans des processus de R&D, donc pour aller trouver des compléments de solutions, pour adresser des nouveaux marchés, pour adresser des marchés existants de manière encore plus performante. Donc on va avoir de la R&D sur de l'emballage, sur des process
intégrant l'emballage réemployable. On va avoir de la R&D sur des solutions, notamment des solutions de traçabilité, des solutions de lavage, tout ce qui est constitutif de cette boucle-là. Constitutif de notre prochaine séquence, on rentrera dans ce détail-là. Fabrice, au-delà, vous qui travaillez main dans la main avec ces opérateurs. Alors, au-delà, main dans la main avec ces opérateurs, au-delà, si vous voulez, de notre village du réemploi, il y a tout l'écosystème. À côté, il y a la Reuse Packaging Line, et qui démontre ce qu'on voulait démontrer, ce qui était aussi notre point de départ, qu'un emballage à usage unique peut passer, ou un emballage à usage multiple peut passer sur une même ligne qu'un emballage à usage unique, puisque avec un temps de changement de format équivalent finalement à notre emballage à usage unique. C'est quasiment. Enfin, ça sera forcément du changement d'étiquetage dans la vraie vie, puisqu'on ne pourra pas avoir le même étiquetage, mais industriellement, ça sera vraiment. On est en train de le démontrer, en effet. Un focus, Sophie, parce que c'est une question qui se pose sur les unités de lavage. Quel est le quadrillage du territoire? Quelle est la capacité de ces unités? Sont-ils prêts à répondre à la demande? Alors, l'ADEME, qu'on citait tout à l'heure sur les études de potentiel de réemploi, a fait un travail exhaustif, il me semble, de cartographier les usines de lavage. Je suis désolée, je voulais l'intégrer dans ma présentation. Pareil, disponible directement sur Internet, cartographie des sites de lavage par l'ADEME. Vous allez tomber dessus et ça permet de... Combien de sites à peu près? Une trentaine, une Est-ce que quelqu'un connaît le chiffre qui est... Oui, 56 unités. Ouais, 56 usines permettant le lavage de une ou plusieurs références d'emballage. Nous, on a félicité l'ADEME pour ce premier travail qui n'existait pas et ça apporte une partie de la réponse. On les a fortement encouragés derrière à mettre la possibilité de faire des filtres. Les outils de lavage sur les bouteilles ne seront pas nécessairement les mêmes sur le même site. Vous n'aurez pas le même équipement que pour aller laver des bols ou des contenants B2B. Et donc derrière, il y a aussi ce travail de qualification. L'information à retenir, ce n'est pas qu'il y a 56 sites de lavage pour bouteilles, par exemple, sur l'ensemble du territoire. Il y a l'ensemble des sites qui ont été rassemblés derrière ce chiffre. Mais c'est déjà un très très beau travail de cartographie. Et ce qu'on peut se dire, c'est que oui, on commence à avoir des équipements qui sont quand même qui couvrent une partie exhaustive du territoire. Ouais. Oui, exactement. Et avec notamment l'investissement de Bout à Bout à Carquefou, près de Nantes, qui est le site multicapacitaire de plus grande taille pour le lavage des bocaux et des bouteilles. On l'a vu, les opérateurs sont prêts. Vos travaux, vous avez veillé à l'acceptabilité industrielle, l'acceptabilité du consommateur. Pour autant, et peut-être que c'est ce que reflète le terme écosystème, on est bien vers des modèles à construire. C'est tout le sens de l'initiative Reuse, Sophie. Oui, tout à fait. Il y a vraiment plein de choses qui se rassemblent au centre de ce sujet du réemploi. L'initiative, je reviendrai là-dessus, mais l'initiative qu'on appelle très modestement Reuse, et c'est pas très différenciant, mais c'est comment est-ce qu'on accompagne le changement d'échelle. Fabrice l'évoquait tout à l'heure. On a visité des sites qui, pour la plupart, ont une ligne de conditionnement pour ensuite arroser l'ensemble du territoire. Lorsqu'on échange avec les distributeurs, la majorité d'entre eux ont également une démarche nationale. Ils référencent un produit et ensuite ils le proposent à l'ensemble de leurs magasins. Une part de cette offre-là est régionalisée. Ça, il n'y a vraiment aucune ambiguïté là-dessus et on l'a bien en tête. Mais comment on va chercher cette part-là d'offres qui est nationalisée et qui représente des volumes qui nous permettraient ce changement d'échelle? Et donc l'initiative Reuse, ça a été de mettre autour de la table et pendant plusieurs mois des acteurs de la production, de la distribution et des opérateurs de réemploi pour définir un modèle opérationnel qui intègre aussi les contraintes ou les spécificités de la production et de la distribution alimentaire telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc on a beaucoup débattu. On a envisagé des solutions qui pourraient, encore une fois, appliquer les solutions de réemploi aux contraintes et aux spécificités nationales.
Le résultat a été partagé le 3 octobre de cette année. C'est le fameux MVP, le Minimum Viable Product, qui permettrait de mettre en place une organisation nationale qui reposerait sur des capacités existantes, capacités de lavage, solutions de traçabilité, solutions de récupération en magasin, qui pose vraiment la question de ce parcours consommateur uniformisé, ou en tout cas un parcours consommateur qui encourage et qui facilite la transition vers le réemploi pour le consommateur. Et c'est vraiment ça l'objectif de cette démarche qui pour le moment est intellectuelle. On espère qu'en 2024, elle aura déjà des concrétisations physiques et dans les magasins. On parle de la notion de pooler, c'est ce qui est ressorti dans ces discussions. Alors oui, on parle du mot pooler pour pas cristalliser autour de ce mot-là, mais qui existe déjà. Hein. C'est des solutions qui sont tout à fait déployées sur les emballages B2B. Je sais que sur le salon, on a des représentants d'emballages industriels qui font déjà cette gestion d'actifs partagés entre plusieurs acteurs. Vous n'achetez pas des palettes ou des bacs. À la place, vous achetez l'usage d'une palette ou d'un bac. C'est vraiment ce concept-là dont on essaye de trouver la réplicabilité côté emballage ménager, emballage de grande consommation. Et au-delà du mot pooler, je parlerai surtout de coordination. On continuera à avoir des centres de lavage implantés dans des territoires. Et c'est comme ça qu'on va aller chercher la réduction de l'impact environnemental, la réduction des coûts, par exemple, de logistique. Mais comment on coordonne pour que, pour les industriels et aussi pour le consommateur, il y ait un minimum de décrochage entre deux régions. Le réemploi, il existe aujourd'hui, c'est une réalité, mais pas encore suffisamment dans toutes les régions. Et moi, consommatrice, je reprends l'exemple de Fabrice et après je me tais. Si j'achète une bouteille de bière qui est consignée dans une région et que je veux l'offrir à un membre de ma famille qui habite dans une autre région, et bien lui, il n'a peut-être pas systématiquement la possibilité de ramener la bouteille. Donc comment on efface ces décrochages en continuant à s'appuyer sur des opérations locales, mais en ayant une coordination nationale. Merci Sophie, Fabrice, on peut les applaudir pour cette intervention très riche. On se réserve un temps d'échange avec la salle. Questions-réponses, un micro circule avec Manon. N'hésitez pas à vous manifester. Y a-t-il des questions, demandes de précision? Les slides seront disponibles. Sachez que les interventions sont captées et donc vous pourrez retrouver tous les éléments. Une question, là-bas on vous amène le micro. Merci madame de vous présenter avant de poser votre question. Et en attendant que le micro arrive, on a parlé du village, des solutions de lavage, de traçabilité, de récupération, d'aide aussi en amont pour vous constituer les projets, des solutions de distribution également. On a vraiment essayé de couvrir tous les points névralgiques de la boucle. Venez les rencontrer, ils sont là pendant 3 jours. Une vraie place de marché exceptionnelle, hein, Fabrice, réunir autant d'acteurs. Qui aurait dit, donc nous sommes aux 2e assises du réemploi. Les premières avaient été faites il y a 2 ans maintenant. Pour les personnes qui étaient là, qui aurait dit que 2 ans après, nous aurions déjà sur la table les standards, que nous aurions 25 entreprises performantes, engagées dans le réemploi, avec des solutions. Quand je disais tout à l'heure, ça avance et ça avance très vite à un rythme industriel. Mais ça, voilà. La démonstration par la preuve sur Absolument, le village ils sont là, du réemploi. Une question, madame, on vous écoute. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Je suis Lise Ramspeck, directrice de production chez Marius Fabre. Merci pour votre présentation et toutes ces précisions sur un sujet vraiment enthousiasmant. J'espère qu'on va pouvoir aller loin. Ma question, c'est ce démarrage, ces projets que vous évoquez sont français. Est-ce qu'il y a des projets européens, voire peut-être de plus grande envergure encore? Est-ce qu'il y a des ambitions, des dynamiques plus globales qui pourraient s'enclencher ou qui sont peut-être déjà enclenchées? Quid du réemploi hors de nos frontières, Sophie? Oui, il y a plusieurs choses qui existent. Je vais essayer d'être exhaustive parce que je voudrais pas
en sélectionner certains par rapport à d'autres, mais on connaît des dynamiques sectorielles au niveau européen sur par exemple 3 pays différents en parallèle. L'initiative qui s'appelle REPAC, il faut mettre un 3 à la place du E. Vous avez des initiatives, donc là c'est plutôt pour la GMS. On a aussi, nous on le constate, des initiatives sur la restauration à emporter où justement les POC, enfin les projets sont menés dans 3 villes européennes différentes. Paris, je crois que c'est Paris qui va arriver pour la France, Berlin et Rotterdam. J'espère que je ne me trompe pas dans la 3e ville. Où pareil, là l'idée c'est d'avoir un maximum d'enseignement et de pouvoir se dire est-ce qu'on en retire un modèle qui fonctionnerait à l'échelle européenne. Et puis ensuite, en termes de solutions, alors oui, on parle beaucoup des acteurs français et implantés sur le territoire français. Dans le lot des 25 que l'on accueille sur le village, vous avez une entreprise comme Loop qui aujourd'hui adresse les industriels qui, eux, ont un déploiement international avec une approche qui est adaptée à ces industriels. Et ce que je vous encourage à faire, c'est aller discuter directement avec eux. Donc oui, il y a aussi des choses qui veulent adapter et prendre en compte le fait qu'une partie de la production est également internationale. On reparlera de Loop avec Nathalie Abouab de Carrefour lors de la table ronde. Pour bien comprendre, sur les bouteilles verres, d'une certaine façon, on a des modèles évidemment hors de nos frontières. Mais pour tout le reste, Fabrice, il a fallu tout réinventer. Il faut tout réinventer, oui, puisque et d'ailleurs, il faudra peut-être même réinventer l'usage unique. C'est-à-dire que pour le verre, assez facile, des standards, usage unique, et on ramène de l'usage unique. Pour d'autres produits, pour d'autres matériaux, il faudra peut-être avoir l'usage unique qui va avec le réemploi. Exactement. Et on travaille. Je travaille dessus. Évidemment, l'idée, encore une fois, c'est que acceptation du consommateur, et l'acceptation du consommateur, elle passe effectivement par le geste, mais surtout, il faut bien se le dire, même pas en période d'inflation, en période normale, par le prix. Si le réemploi, in fine, c'est plus cher qu'un usage unique, ça ne fonctionnera pas, sauf des gens très 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 motivés et un peu plus riches que les autres. D'autres questions dans la salle? Profitez-en, monsieur. On vous amène le micro, présentez-vous, on vous écoute. Oui, bonjour, Fabrice Yerli de Nestlé. J'ai une question concernant les emballages pour les consommateurs qui veulent aller se servir en vrac, en fait, en magasin. Parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident d'avoir un emballage vide qu'on pense à prendre avec soi. Est-ce qu'il faut des emballages flexibles? En fait, je trouve génial l'initiative qui est démarrée d'avoir ici des emballages réemployables dans un système reuse, donc qui retourne dans la chaîne. Mais est-ce qu'il y a une recherche qui est faite pour des emballages pratiques, consommateurs, pour le re-remplissage? Très bonne question. Très bonne question, oui, effectivement, en parlant avec les metteurs en marché, autres marques, et on a vu qu'on pouvait avoir à peu près 10% sur certains emballages, 10% du parc qui pourrait fonctionner sur le vrac. C'est-à-dire qu'un emballage comme celui-ci pourrait très bien être disponible dans du vrac et bénéficier du même système de retour, à part qu'il sera retourné dans le magasin, enfin nettoyé industriellement pour ramener quelque chose de propre, sain dans le magasin, pour qu'il puisse être utilisé par un client de ce magasin. C'est jouable. Est-ce que ça sera sur du verre? Ça peut être aussi sur de l'inox, ça peut être sur d'autres types de matériaux. Et peut-être pour compléter, c'est retranscrit dans la définition de réemploi du gouvernement, on a vraiment 2 approches. Celle où je responsabilise le consommateur et ça devient son contenant, c'est lui qui le gère, c'est lui qui le lave entre chaque visite, qui s'assure qu'il soit sain. Les surfaces de vente ont la possibilité de refuser l'emballage s'ils considèrent que voilà, il présente trop de risques. Et puis vous avez
trouver en parallèle de ça, ça commence à se développer. C'est sûr que ce n'est pas la pratique dominante, mais la possibilité de mettre à disposition un emballage qui aurait été lavé par un professionnel et qui est sur le site de vente. Et le consommateur n'a même pas la charge mentale de penser à son emballage pour l'associer au vrac. Il se pointe en magasin et il voit les emballages mis à disposition. Mais là aussi, ça se fera et ça se développera avec des systèmes propriétaires de vrac, c'est-à-dire que l'emballage ou le contenant, puisqu'on l'appelle aussi le contenant dans le vrac, devra être parfaitement adapté au système de remplissage, de manière à... Enfin, si le système de remplissage n'est pas sécure, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un emballage sécure. Donc, il faudra que les deux aussi fonctionnent ensemble et ça fait partie des travaux qui sont évoqués, que je suis en train de mener. On a le temps pour une dernière question. Oui, monsieur, on vous amène le micro. Et merci de vous présenter. Bonjour, Pierre-Emmanuel Grandjean, Bernard Deltassac. Concernant le vrac, toujours, on a tendance à oublier qu'il y a un emballage avant. Et j'aimerais savoir si vous avez une idée sur la bonne taille de cet emballage. Sur de la lessive, par exemple, est-ce que 5 litres, c'est cohérent? Est-ce qu'il faut plutôt 20 litres pour des poudres? Est-ce que c'est 1, 2, 3 kilos pour que le consommateur puisse se servir par 100 ou 200 grammes? Alors, on ne l'oublie pas. Bien loin, d'ailleurs j'en parle vraiment dans mes bouquins, donc les produits n'arrivent pas avec leurs petites ailes et leurs petites jambes tout seuls dans les points de vente. C'est une question peut-être qui est plus une question de distributeurs, peut-être que des buy day, les gens du vrac vous diront quel est l'élément idéal. Par contre, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que là encore, c'est un système. Ça sera un système de distributeurs cohérent, enfin de machines distributrices cohérentes avec l'emballage que vous allez mettre et avec le contenant dans lequel vous mettrez vos éléments vrac. Et là aussi, c'est un nouveau métier qui est en train de s'inventer, se développer. Et pour apporter un complément, l'ADEME a mené en 2021, si je me souviens bien, une étude comparative ACV, analyse de cycle de vie, pour comparer justement l'impact environnemental d'un produit en vrac comparé à son équivalent à usage unique. Donc il y a des produits de l'épicerie, des produits aussi de la cosmétique, etc. Il y a quand même un grand panel de produits différents. Et Fabrice a raison, alors assez intuitivement, plus l'emballage est grand, mieux c'est. Souvent, la limite, en fait, c'est la limite de manipulation en magasin. Les trémies, c'est des choses qui sont plutôt situées en hauteur. Et en fait, ce sont des humains qui vont soulever les emballages dans le cas où les trémies sont remplis en magasin. Et c'est aussi pour... Donc finalement, on constate que pour les produits lourds, l'emballage devient de plus en plus petit, ce qui est un peu contre-intuitif et pas très encourageant. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça qu'il y a des solutions maintenant de trémies clipsables, où il n'y a pas de manipulation à faire et où le contenant lui-même est réemployable, qui se développe. Ça existe aussi. Beaucoup de développements commencent à être faits. Je parlais des back day, mais la nature aussi a des choses là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où votre sac va être ouvert, il va commencer quelque chose d'inévitable. Donc aussi cette protection du contenu. C'est la juste adéquation entre la rotation, c'est-à-dire le service client et l'ouverture de votre sac. Donc il n'y a pas de... Voilà, en règle générale, je vois du 10 kg et entre 10 et 5 kg qui permettrait d'économiser 70% d'emballage à usage unique. Merci Fabrice, Sophie. On peut les applaudir pour ces éclairages et les précisions apportées. C'était très riche. On prolongera les échanges après la matinée de conférence sur le village réemploi avec eux.